Bonjour, je vais vous enseigner aujourd'hui le cours de l'adaptation à la vie extra-utérine. Commençons par le commencement. Il faut savoir qu'à la naissance, le nouveau-né passe d'un milieu aquatique où il était en dépendance totale à une vie aérienne en toute autonomie. Ce passage nécessite une adaptation au niveau des fonctions de la respiration, de la circulation, de la thermorégulation, ainsi la nutrition et les fonctions d'élimination. Il faut savoir que la naissance implique que brutalement, et je dis brutalement, le fœtus passe à l'état de nouveau-né capable de se prendre en charge de manière autonome totalement différente. C'est-à-dire la prise en charge, cette prise en charge autonome, elle est différente par rapport à celle du fœtus. Ce passage à la vie aérienne pose bien sûr différents problèmes. Le premier problème que rencontre le nouveau-né à la sortie du fœtus est l'instauration d'une ventilation efficace. Je dis bien et je répète, l'instauration d'une ventilation efficace. Chez le nouveau-né, c'est la respiration qui prime. D'accord ? Puis vient l'adaptation du système circulatoire, ainsi que l'adaptation rénale et mise en place de la glucorégulation et l'autonomisation de la thermorégulation, et on va détailler ces items. Commençons par le commencement, l'adaptation respiratoire. Il faut savoir que le poumon fœtal est rempli par du liquide pulmonaire qui provient d'une sécrétion permanente active d'ion chlore et de sécrétion passive d'eau. C'est de la physiologie. Le poumon n'est perfusé que par une fraction minime de débit cardiaque. Le foramen ovale et le canal artériel permettent au débit sanguin d'éviter pour une grande part la circulation pulmonaire. Et voici le schéma. Regardez ici, le poumon est presque collabé et n'est perfusé que par une fraction minime de débit cardiaque. Et c'est le foramen ovale, le canal artériel qui permettent au sang d'éviter le poumon. D'accord ? Et tout vient bien sûr du cordon ombilical, c'est-à-dire le fœtus est sous dépendance de sa maman. Les mouvements respiratoires, il faut savoir que ces mouvements existent à partir de la fin du premier trimestre de la grossesse. Bien sûr, d'abord en continu, puis par intermittence. À la naissance, la respiration marque le passage brutal de la respiration intermittente à des mouvements respiratoires réguliers et efficaces par l'élévation de la pression partielle en oxygène dans le sang artériel. Les premiers mouvements respiratoires provoquent une inflation gazeuse alvéolaire pulmonaire et met en route la circulation pulmonaire fonctionnelle par effet mécanique d'abaissement rapide des résistances artérielles pulmonaires. Cette dernière est également favorisée par la production de deux vasodilatateurs, c'est l'oxyde d'azote et la prostacycline. Donc deux phénomènes, un phénomène mécanique, c'est les abaissements et l'inflation, l'abaissement de la pression et l'inflation gazeuse, et le deuxième phénomène, c'est un phénomène qui est hormonal, c'est la production des deux vasodilatateurs, l'oxyde d'azote et la prostacycline. D'accord ? Voici, c'est-à-dire après la coupure du cordon ombilical, c'est-à-dire après la naissance, d'accord ? Il y a une inflation des premiers mouvements respiratoires, il y aura une vasodilatation, d'accord ? Et fermeture, regardez ici, fermeture du canal artériel, fermeture du foramen ovale, d'accord ? Hop, le poumon, il est oxygéné,
Donc, il y a le débit change. Maintenant, le poumon est bien perfusé par une grande partie de débit cardiaque. La pression exercée sur le poumon lors des premiers cris varie entre moins 40 à plus 80 cm d'eau. D'accord? Regardez, moins 40 à plus 80 cm d'eau. La moyenne est 40 cm d'eau. C'est pour cela, pendant la réanimation du nouveau-né, il ne faut pas exercer une pression au-delà de ça pour ne pas créer un barotraumatisme. C'est-à-dire, lors de la ventilation au masque, il faut s'assurer que le masque ou le ballon ou le réanima, il est adapté pour le nouveau-né et il faut s'assurer que la pression ne dépasse pas cette moyenne pour ne pas créer un barotraumatisme. L'aération alvéolaire permet la création de la capacité résiduelle fonctionnelle, c'est-à-dire la CRF. Le surfactant. Le surfactant est important pour la respiration. Le surfactant pulmonaire est sécrété massivement par les cellules épithéliales de type 2 sous l'effet de l'aération pulmonaire et du taux élevé des catécholamines. D'accord? Le surfactant, le rôle du surfactant, c'est quoi? Le rôle du surfactant, c'est qu'il empêche le collapsus, bien sûr, des alvéoles en expiration. D'accord? Grâce à des propriétés tensioactives. La capacité résiduelle fonctionnelle est d'environ 30 ml par kilo à partir de la 30e minute de vie. D'accord? Et le volume courant se stabilise autour de 6 ml par kilo, généralement après la naissance. D'accord? Le liquide pulmonaire. Il faut savoir que le liquide du poumon fœtal, plutôt le poumon fœtal, est rempli de liquide appelé liquide pulmonaire. Sa sécrétion est de 250 ml par 24 heures chez le nouveau-né à terme et elle diminue 2 à 3 jours avant la naissance et s'interrompt dans les 30 minutes qui surviennent à la naissance. C'est-à-dire, cette sécrétion, il faut qu'elle diminue 2 jours à 3 jours avant la naissance et elle s'arrête après la naissance. L'évacuation de ce liquide se fait par deux mécanismes. C'est-à-dire, à la naissance, il faut que ce liquide doit être évacué pour ne pas encombrer le poumon. Cette évacuation se fait par deux mécanismes, par compression thoracique mécanique, c'est-à-dire mécanique, lors du passage dans la filière génitale, mais cette pression, elle évacue que 30 ml de liquide trachéal. La majorité, elle est éliminée par résorption veineuse et lymphatique dans les 2 à 6 heures qui suivent la naissance. En cas de problème, c'est-à-dire un défaut de résorption de ce liquide, il va y avoir une persistance d'une détresse respiratoire. D'accord? Cette pathologie généralement appelée tachypnée transitoire. La résorption du liquide pulmonaire, bien sûr, dépend aussi des catécholamines et de l'expansion thoracique et du surfactant. L'adaptation circulatoire. Donc, on a terminé avec le poumon, on va passer cœur et circulation. Il faut savoir que la circulation fœtale est caractérisée par un faible débit pulmonaire. C'est sûr, on a déjà parlé de ça. Des résistances systémiques fœtoplacentaires qui sont basses. Il y a 2 circulations ou 2 circuits parallèles, droit et gauche, communiquant par 3 chintes, le ductus veneux, qui est le canal d'Arontus, le foramen ovale et le canal artériel. Bien sûr, ces chintes ou ces 2 circuits ces chintes qui se ferment après la naissance. Voici la circulation fœtale, bien sûr. D'accord? Le poumon est peu perfusé. Donc, 2 circuits parallèles, le premier circuit et le deuxième circuit, communiquent par 3 chaînes, le canal artériel, le foramen ovale et le canal d'Arontus. À la naissance, il va y avoir une circulation en série. Arrêt de la circulation ombilicale, c'est sûr.
Une augmentation brutale des résistances systémiques. Une chute des résistances pulmonaires avec vasodilatation brutale des artères pulmonaires. Une forte élévation de la saturation en oxygène du sang artériel. Bien sûr, la première respiration, hop, le poumon en inflation, il va respirer, il va y avoir de l'oxygène dans la circulation systémique. Une augmentation des catécholamines. L'augmentation des catécholamines va favoriser la fermeture des shunts. La ligature du cordon ombilical, elle va après la naissance, bien sûr, on va ligaturer le cordon ombilical. Après la ligature du cordon ombilical va entraîner l'oblitération des vaisseaux ombilicaux en premier lieu. La partie proximale des artères ombilicales reste perméable pour donner naissance aux deux artères iliaques internes. La veine ombilicale s'oblitère, bien sûr, pour former le ligament rond du foie. Après la coupure, bien sûr, il y aura fermeture des shunts, d'accord, hop, et la création des nouvelles structures anatomiques. L'inversion du gradient de pression entre l'oreillette droite et gauche, bien sûr. Cette inversion est sous l'effet de l'augmentation du retour veineux pulmonaire dans l'oreillette gauche et de la réduction du volume sanguin dans l'oreillette droite. D'accord ? Le fœtus, on a généralement un shunt droit-gauche. D'accord ? C'est le cœur droit qui travaille, c'est le cœur droit qui prime. D'accord ? Mais après la naissance, c'est le cœur gauche, d'accord, qui prend le relais. C'est pour cela qu'il y aura une inversion des shunts par augmentation, bien sûr, des pressions dans le cœur gauche. D'accord ? Elle entraîne aussi l'occlusion fonctionnelle du foramen ovale dans les premières minutes de vie. Donc le foramen ovale qui est une valve à sens unique de droit vers la gauche. S'il y a inversion de pression, il y aura fermeture de ce foramen ovale. Sa fermeture définitive, elle est plus tardive. D'accord ? D'accord ? Ça, c'est le foramen ovale. Généralement, c'est une valve à sens unique, droit à gauche, droit à gauche. Après la naissance, il y aura augmentation des pressions dans le corps gauche. Par la suite, fermeture de ce canal ovale, foramen ovale. L'inversion du shunt droit-gauche de la période néonatale. Le shunt droit-gauche, bien sûr, de la période néonatale, à travers le canal artériel, devient le shunt gauche-droit. La pression PO2 dans l'aorte, la pression de l'oxygène dans l'aorte et le canal artériel augmente suite à la respiration. C'est normal. Le sang étant oxygéné dans le poumon. C'est normal. Il s'ensuit une vasoconstriction du canal artériel survenant les 4 à 12 heures selon les modalités. Bien sûr, les modalités sont mal connues. D'accord ? La concentration plasmatique de prostaglandine O2 serait généralement insuffisante pour maintenir le canal artériel ouvert et sa fermeture définitive a lieu 2 à 3 jours après la naissance. D'accord ? C'est pour cela, parfois, il existe des cardiopathies congénitales. D'accord ? Généralement, le canal artériel reste perméable pour maintenir la survie. D'accord ? Pour maintenir ce canal artériel perméable en attendant la chirurgie, on fait administrer au nouveau-né de la prostaglandine. D'accord ? Bien sûr, après sa fermeture, il devient le ligament artériel. Ça, c'est le canal artériel, bien sûr, qui devient généralement le ligament artériel après sa fermeture. D'accord ? Pour, s'il y a une cardiopathie congénitale, par exemple, avec ouverture au canal artériel perméable, pour maintenir ce canal artériel perméable en attendant la chirurgie, d'accord,
il faut administrer du prostaglandine au nouveau-né. La diminution des résistances pulmonaires est importante et la circulation dans les capillaires s'établit grâce à des facteurs biochimiques et des facteurs anatomiques. D'accord? Les facteurs biochimiques sont bien sûr l'augmentation de la pression en oxygène, la libération en grande quantité de l'azote dans les vaisseaux pulmonaires et libération du prostaglandine O2. Prostaglandine 2. Les facteurs anatomiques, c'est la diminution de l'épaisseur de la paroi vasculaire pulmonaire. D'accord? Donc, à la naissance, bien sûr, ça c'est le poumon. Avant la naissance, c'est le poumon qui ne sont pas bien perfusés, les chintes, d'accord? Et après la naissance, bien sûr, il y aura un poumon bien perfusé, fermeture des chintes. Passons à l'adaptation thermique. D'accord? On a terminé avec l'adaptation circulatoire, l'adaptation pulmonaire. On passe à l'adaptation thermique. Il faut savoir que, in utero, en intra-utérine, le fœtus a une température en permanence supérieure de 0,3 à 0,8 degrés Celsius par rapport à celle de la mère. Si la maman a une température 37 degrés, le fœtus, il y aura par effet une température aux alentours de 37,3 à 37,8. Si la maman a une température de 39, le fœtus, il va avoir une température de 39,3 à 39,8. À la naissance, le nouveau-né doit lutter contre le refroidissement provoqué par les 4 mécanismes habituels de la thermolyse. Ces 4 mécanismes sont la convection, la conduction, l'évaporation et les radiations. D'accord? Il faut savoir que le nouveau-né, d'éviter bien sûr, prend la température de l'environnement. D'accord? Et il perd de la température par les 4 mécanismes, la radiation, la conduction, la convection et l'évaporation. Le nouveau-né, généralement, pour qu'il maintienne une température correcte, d'accord, il réalise une thermogénèse sans frisson. Chez l'adulte, généralement, la thermogénèse, elle est avec frisson. Mais chez le nouveau-né, elle est sans frisson. D'accord? C'est le mécanisme principal de production de la chaleur par la graisse brune. Généralement, cette graisse brune, elle est mise en place au cours du 3e trimestre de la grossesse. D'accord? Bien sûr, autour du cou, la région interscapulaire, la région périrachidienne du thorax et de l'abdomen. D'accord? Le système de régulation n'est pas immature à la naissance. D'accord? Il n'est pas immature. D'accord? Les mécanismes peuvent être altérés par des drogues administrées à la maman, une asphyxie périnatale, une hémorragie intraventriculaire néonatale. Généralement, si on a une hémorragie intraventriculaire néonatale, le nouveau-né est en hypothermie. De plus, la perte de la chaleur par évaporation ne doit pas dépasser les limites de métabolisme basal. La limite inférieure de la zone de neutralité aussi. D'accord? La limite inférieure de la zone de neutralité thermique est de 32 degrés chez le nouveau-né à terme, c'est-à-dire à 32 degrés, le nouveau-né, il va réaliser, par exemple, il va investir ces mécanismes de la thermorégulation. D'accord? Chez l'adulte, la zone de la neutralité thermique est aux alentours de 26 à 28 degrés Celsius. Le placenta est un échangeur thermique. D'accord? Le placenta, c'est comme une résistance. D'accord? C'est un échangeur thermique. La thermolyse du nouveau-né est élevée. Elle est aux alentours de 0,25 Celsius par minute. C'est-à-dire, un nouveau-né dans une neutralité thermique, c'est-à-dire un nouveau-né dans une ambiance à 30 degrés ou à 27 degrés, il va perdre de la température. Surtout s'il était dévêtu. D'accord? Il va perdre 0,25 par minute. C'est-à-dire, il va perdre 0,5 degrés en 2 minutes, il va perdre 1 degré Celsius en 4 minutes, 2 degrés Celsius en
8 minutes, c'est-à-dire un nouveau-né, si on ne fait rien pour le nouveau-né, d'accord, si sa température est de 34 degrés, après 8 minutes, elle va devenir 32 degrés. La thermogénèse nécessite une lourde dépense énergétique. Cette dépendance, bien sûr, des catécholamines, elle n'est que chimique et pas musculaire. C'est-à-dire la thermogénèse sans frisson. D'accord ? Elle dépend du stock, bien sûr, glycogénique hépatique et graisse brune. L'adaptation physiologique au froid est insuffisante sans habillement et réchauffement. C'est pour cela un nouveau-né qui vient de naître, il faut le mettre sur une table chauffante et il faut l'habiller. On a terminé avec l'adaptation de la thermorégulation. On passe à l'adaptation rénale qui est généralement, bien sûr, pendant la vie fœtale, l'équilibre de milieu intérieur est assuré par le placenta, qui assure notamment les fonctions d'excrétion, c'est-à-dire le fœtus dépend de sa maman. L'urine formée in utero est dès la 5e semaine, mais c'est qu'un ultrafiltrat, ce n'est pas une urine concentrée. Après la naissance, la pression artérielle bien sûr augmente et la résistance vasculaire rénale diminue. Le débit sanguin dans l'artère rénale bien sûr augmente et la filtration glomérulaire commence, mais elle reste limitée, elle n'est pas mature à la naissance. Bien sûr, l'adaptation rénale se fait selon 3 processus. Le premier processus est l'augmentation progressive de la filtration glomérulaire, puis une réduction du volume extracellulaire accompagnée d'une phase dite diurétique, et une limitation des capacités de dilution et de concentration au niveau tubulaire. On a terminé avec la régulation rénale, on passe à la glucorégulation. Il faut savoir que in utero, le carburant est le glucose ramené par la maman. D'accord ? Après la naissance, c'est le glucogène. Le maintien de la glycémie est assuré par la glycogénolyse hépatique et par la lipolyse des graisses brunes qui doivent être rapidement relayées par l'alimentation. C'est pour cela qu'il faut alimenter le nouveau-né dans les 2 heures qui suivent la naissance, de préférence après 30 minutes pour éviter un état d'hypoglycémie. L'alimentation doit apporter du sucre sous forme de lactose et des acides gras. C'est pour cela que l'allaitement maternel est le mieux adapté. Le système digestif mettra plusieurs semaines à finir sa maturation, c'est-à-dire la motricité et absorption, mais le système digestif ne trouve pas de problème quand il s'agit de lait maternel. Donc il est adapté pour le lait maternel. L'adaptation digestive. Il faut savoir que dans les heures suivant la naissance, il y a émission de méconium. D'accord ? Le méconium, c'est les selles noirâtres, d'accord ? Les premiers selles, dites, d'accord ? Généralement, c'est le produit de la dégradation des selles biliaires, de l'anugo, de liquide amniotique, dégluté in utero. D'accord ? La sensibilité et la motricité du tube gastro-intestinal dans les premiers jours de vie, elle est importante. Ce qui explique une diarrhée prandiale, c'est-à-dire le nouveau-né qui vient de naître, il est sensible, c'est-à-dire le tube gastro-intestinal, il est sensible, d'accord ? Il y a une motricité qui est exagérée, c'est pour cela qu'il existe une diarrhée appelée diarrhée prandiale, mais qui n'est pas pathologique. La colonisation digestive bactérienne se produit dans la première semaine de vie. Il faut savoir que l'intestin est rempli de bactéries. Ces bactéries sont différentes, c'est-à-dire les microbiotes, d'accord ? Elle est différente, d'accord ? Et elle est selon le mode de l'accouchement, soit par voie basse, soit par voie haute. L'Apgar. Virginia Apgar, docteur Virginia Apgar, qui est une anesthésiste qui a établi ce score qui sert au calcul de l'état de l'adaptation à la vie extra-utérine. D'accord ? Apgar est un acronyme. A-P-G-A-R. A, c'est l'apparence, la coloration. P, la fréquence cardiaque, aux pulsations. G, grimace. A,
l'activité musculaire, le tonus, R, et c'est la respiration. Ce score d'Apgar, d'accord, il est calculé sur 10, 10 sur 10, donc le nouveau-né va bien, 5 sur 10, hop, un état moyen d'adaptation, 0 à 3 sur 10, c'est un état de mort apparent, d'accord. Ce score, généralement, il est calculé après la première minute de vie, à 5 minutes de vie et à 10 minutes de vie. Il sert au calcul, il va nous orienter vers l'état d'adaptation à la vie extra-utérine. En conclusion, la naissance nécessite une adaptation au niveau des grandes fonctions, mais également neurosensorielles. En effet, le nouveau-né est confronté à de nouvelles perceptions, de nouvelles sensations et de nouveaux rythmes biologiques qui sont autant de mécanismes d'adaptation indispensables à prendre en compte par les professionnels de la naissance. C'est-à-dire, en connaissant les mécanismes de l'adaptation, on peut